Bonjour tout le monde et bienvenue sur Nos langues dans ton oreille, le podcast où on va parler bouquins, on va parler lecture, langue et peut-être même langage. Moi c'est Eric. Moi c'est Isabelle. Et aujourd'hui, Isabelle, on va parler de quelque chose de grave. L'orthographe. Ta ta ta. Mais avant de parler de ces choses sérieuses, j'aimerais de manière un peu plus détente qu'on se raconte un peu ce qu'on a fait ces dernières semaines depuis la dernière fois. Alors moi je suis allée à la plage, non, je suis pas allée à la plage en plus, n'importe quoi, j'habite à Lille en mois de février. Effectivement, je suis allée en vacances et donc j'ai pris le train. Et qui dit train dit lecture, et donc j'ai eu le temps de lire. Cool. Et tu sauras que le trajet Saint-Quentin, enfin Picardie-Montpellier, permet exactement à quelqu'un d'aussi distrait que moi de lire Bonjour Tristesse de Sagan. D'accord. Mais vraiment, l'arrivée en gare se fait sur la lecture de la dernière page. C'est génial. Donc j'ai enfin pu lire ce livre que je n'avais jamais lu. J'avais toujours lu du théâtre de Sagan. Ouais. Je n'avais jamais lu Bonjour Tristesse, alors que le titre me plaisait bien. Mais titre j'avais est jamais cool, eu ouais. l'occasion. Voilà, j'avais jamais eu l'objet dans les mains, donc voilà. Là, j'ai pu lire Bonjour Tristesse. J'ai apprécié. Bizarrement, j'assortis d'habitude mes lectures à la saison. Et Bonjour Tristesse, ça donne juste envie de se rouler dans le sable. D'accord. Autant te dire qu'au mois de février, normalement, c'est pas adapté. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. L'intrigue de Bonjour Tristesse. C'est des intrigues amoureuses. Ouais. Je comprends ce que ça pouvait avoir de scandaleux pour l'époque, d'autant plus que ça avait été écrit par une très jeune Sagan. Je crois qu'elle avait 17-18 ans. Ouais. Donc je vois le souffre de la publication à l'époque. Mais moi, ce que j'en retiendrai, c'est marrant parce qu'on avait beaucoup parlé des sens dans notre podcast sur le goût et l'odorat. Et moi, ce que j'en retiens vraiment de cette lecture, c'est moi qui suis une fan et ça, on en avait parlé plutôt sur les conditions de lecture. Moi, j'aime qu'il fasse froid, être dans un plaid. Ouais. Et moi, ce livre-là, il m'a vraiment donné envie d'être dans une crique, de sentir l'odeur des pins, le soleil, tout ça. Ouais. C'est voilà. Moi, c'est vraiment le côté sensuel et le plaisir de l'été que j'ai retrouvé, qui m'a fait extrêmement plaisir. Et au retour, par contre, j'ai lu une publication assez récente aux éditions rue Saint-Ambroise, que je ne connaissais pas, qui publie des nouvelles. D'accord. Et ils ont publié les meilleures nouvelles de Virginia Woolf. Ok. Alors, je l'ai pas entièrement fini. Traduite justement par plusieurs traducteurs. Donc vraiment, ils expliquent les choix du traducteur et pourquoi ils ont sélectionné ces traducteurs-là. Ouais. Donc l'édition, je la trouve très bien faite parce que accompagnant chaque nouvelle, à la fin, t'as une toute petite notice, mais la notice, elle fait une demi-page, où il te résume la nouvelle et l'angle du traducteur. Enfin voilà. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très bien fait en termes d'édition. Ouais. Et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai pas tout lu, toutes les nouvelles ne m'ont pas plu. Par exemple, il y a ce qu'ils appellent ces nouvelles impressionnistes, où un parterre de fleurs de forme ovale, c'était peut-être une centaine de tiges qui se dressaient, où elle décrit vraiment par touche de couleur. Ça me laisse un peu... Enfin, ça m'intéresse pas. Ouais. Par contre, il y a des nouvelles qui m'ont plu, notamment une nouvelle qui s'appelle Solide en français, je suppose Solide aussi en anglais. Sur un monsieur qui devient obsédé par l'idée de collectionner des pierres et des morceaux de verre qu'il trouve dans la nature. Et alors cette nouvelle-là, moi, elle m'a... j'ai adoré ce basculement dans la folie d'un... Enfin, en plus, c'est pas présenté comme une folie. Ouais. C'est vraiment un politicien qui un jour ramasse un morceau de verre sur la plage et il va devenir absolument fasciné par la collection de ce genre de pierres. Et on voit comment il se désintéresse de tout le reste et comment il va quitter la vie publique pour partir dans les décharges, chercher des morceaux de trucs. Enfin voilà. Très bien. Je conseille Solide de Virginia Woolf, qui a priori est moins connue que Mrs. Dalloway ou d'autres choses comme ça. Voilà. Enfin moi là, ça m'a fait plaisir de lire Solide. Vraiment, Enfin voilà, moi j'aime bien lire des nouvelles. C'est vraiment un format... et c'est un peu ce qu'ils disent au début de l'édition, qu'en France, on n'a pas une culture de la nouvelle... Enfin voilà, c'est très marqué par Maupassant par le 19e, et que c'est vrai qu'on lit assez peu de nouvelles, et moi j'aime bien. C'est vraiment un format, quelque chose que j'aime bien lire. Voilà, c'était ma nouvelle. Très bien, très bien. Et toi ? Moi, j'ai continué mon exploration de Nathalie Sarraute. Décidément. Parce que j'avais, donc, entre l'épisode où j'en ai parlé et celui-ci, j'avais lu un peu des extraits de l'Ère du soupçon, donc c'est plus
on va dire justement de la réflexion sur la littérature, ou même de la critique, parce qu'il y a un article dedans où elle parle de Kafka et Dostoïevski. Et je me souviens, en fait, c'est un bouquin que j'avais shippé, que j'avais récupéré au CDI d'un des lycées dans lesquels je travaillais, qui se débarrassait de plein de bons bouquins et qui ne gardait que des bouquins inintéressants. Et du coup, j'avais chopé l'ère du soupçon du lycée Talma de Brunoy, dans une vieille édition où c'est carré orange sur carré orange sur carré orange sur couverture noire. Je sais pas si c'est du Rothko ou du Malevich. Ouais. Et donc l'ère du soupçon, je me souvenais que quand je l'avais chopé à l'époque et que je l'avais lu, je m'étais dit ouais ok c'est intéressant mais ça me tombe un peu des mains et ça m'a refait un peu cette impression-là, dans le sens où j'ai l'impression que contrairement à son art, sa critique, c'était une critique d'époque quoi. C'est un bouquin qu'on fait lire aux gens parce que ça parle du nouveau roman, etc. Mais j'ai pas l'impression que ça soit super intéressant, contrairement à ce que j'ai lu ensuite. Tropisme, en fait, son premier bouquin. Ah, bah moi, c'est ce que je connais de Nathalie Sarraute. Je connais pas tout, mais j'ai lu plusieurs des Tropismes et ça m'avait énormément marqué. J'ai trouvé ça très étrange, très très bien. Ça m'a renforcé cette idée que c'est très étrange que j'ai pas pu piffrer les premières pages d'enfance pendant longtemps dans ma vie, ou peut-être que c'est une question de maturation, j'ai vraiment, ça m'a rarement fait ça, mais j'ai l'impression qu'on pense pareil, elle et moi, sur certaines choses, notamment sur le rapport à l'intériorité ou le rapport aux autres et tout. J'ai vraiment l'impression de tomber sur quelqu'un qui pense comme moi, en fait. Parce que souvent, quand tu lis, tu peux tomber sur quelque chose, une altérité, et tu te dis, ah, c'est intéressant parce que je pense pas comme ça et tout. Mais ça m'arrive rarement de tomber sur quelqu'un où je me dis, putain, au contraire, c'est exactement. Enfin, j'ai l'impression de me retrouver dans pas dans ce qu'elle dit, mais dans la façon dont elle aborde sa vie, en fait. Voilà. En tout cas, qu'est-ce qui m'a plu dans Tropisme ? C'est ce côté. C'est la saisie d'une problématique implicite dans les rapports entre les gens à travers la description de moments quotidiens quoi. Et donc il y a ça et puis le fait que il y a pas de personnage mais en même temps tu sens qu'il y a quand même quelque chose qui passe d'un chapitre à l'autre. Mais c'est quelque chose comme un regard en fait qui passe et pas quelque chose comme une histoire et du coup je trouvais ça très intéressant mais tellement étrange, en même temps c'est un peu bizarre parce que je dis que je m'y reconnais, mais en même temps c'est quelque chose, littérairement j'étais assez paumé en lisant ça et du coup je vais le relire très bientôt je pense. Oui. J'ai besoin de cette deuxième lecture très vite et j'en profite pour lancer l'idée peut-être que bientôt on consacre un épisode à la relecture. Fort bien. mais moi justement, parce que Tropisme, moi ce qui m'avait marqué, alors je sais pas si tu vois exactement le passage dont je parle, c'est un homme et une femme et la femme est timide, elle est dans un fauteuil et elle se replie et en fait la clé de la timidité il faut vraiment aller la chercher parce que la personne est timide en fait et elle apparaît vraiment monstrueuse et inquiétante. Ah ouais. Et moi ça m'a beaucoup plu parce que moi je suis un moulin à paroles, enfin je pense que j'ai une forme de timidité oui. de timidité extravertie qui fait que je bavasse. Ouais. Et au contraire, moi, les gens timides qui ne parlent pas, moi, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Et c'est justement, gênant, ce côté impressionnant de la personne timide, ça m'avait énormément marqué. Je l'ai lu quand j'avais 17 ans, ce tropisme-là. Et j'avais dit, mais oui, ça touche quelque chose de mes angoisses à moi. Enfin voilà, moi, ça m'avait vraiment plu, justement, de toucher à ce qu'on pouvait faire de la description de ce qui se passe à l'intérieur. Là, je radote un peu, mais pour parler de Virginia Woolf, il y a une nouvelle, en fait, il y a beaucoup de nouvelles qui tournent autour de Mrs. Dalloway, et notamment, il y a une nouvelle qui s'appelle Ensemble et séparés. En fait, Virginia Woolf raconte ce qui se passe chez des invités à la soirée de Clarissa. D'accord. Et notamment là, elle met en scène deux personnages, Mr. Saul et Miss Hanning. Et en gros, c'est deux personnes qui se connaissent pas et on les met en relation. On leur dit vous allez vous plaire, donc on les colle l'un dans les pattes de l'autre. Et ils commencent à discuter sur Canterbury. Et en fait, t'as tout un truc où ils ont tous les deux d'excellents souvenirs à Canterbury.
mais ils ont un discours très convenu sur ah oui Canterbury c'est joli, enfin voilà. Et à l'intérieur d'eux-mêmes, t'as le mec qui se dit oh là là la pauvre Zazette, elle connaît pas du coup Canterbury, alors que moi Canterbury j'en ai des souvenirs fous. Elle me demande si je connais Canterbury, alors que moi je ne connais que Canterbury, enfin voilà. Et en parallèle tu as la nana qui dit oh là là ce mec supérieur qui croit qu'il va m'apprendre ce qu'est Canterbury, alors que enfin voilà. Et t'as vraiment ce dialogue de deux et leur intériorité qui se confrontent. Et finalement, ils ont tous les deux une histoire folle avec Canterbury et leur discours, ils disent rien. Et c'est ça qui est génial. Enfin, moi, j'ai adoré. Bref, du coup, je m'égare. Sortez vos manuels, sortez vos crayons, sortez vos copies, au boulot. Donc, on va parler de l'orthographe. Et c'est forcément un sujet auquel je réfléchis un petit peu, parce que je ne sais pas comment penser, donc je ne sais pas ce qui va ressortir de ce temps de discussion avec toi, parce que c'est forcément une notion à laquelle je suis confrontée, vu que je suis prof de français, et que d'un côté je suis absolument effrayée par l'orthographe des élèves que je chapeaute. Mais voilà, donc moi je suis pas prof depuis si longtemps que ça, enfin ça fait quelques années quand même. Donc je sais pas si c'est vrai tout ce qu'on dit de la baisse, parce que je me suis jamais rendu compte que, enfin je sais pas si mes camarades, moi quand j'étais au collège, ils me semblaient pas très doués non plus, donc je sais pas s'il y a vraiment une baisse, tout ça, si c'est un truc de vieux con ou quoi. Donc d'un côté ça m'effraie parce que je sais que c'est une compétence sociale, et que j'ai des élèves qui sont diablement intelligents, diablement sympas, et que que s'ils font pas un petit effort maintenant, on va se moquer d'eux toute leur vie dès qu'ils essaieront d'envoyer un mail ou de ne serait-ce rédiger un truc. Et ça me fait peur pour eux. Et en même temps, ça m'énerve parce que je me dis qu'effectivement, est-ce que j'ai envie de juger les gens là-dessus? Et je sais que je le fais. Enfin voilà, l'orthographe, j'ai bien conscience que c'est une technique, que c'est quelque chose d'assez récent, que c'est quelque chose qui, pour ne pas être arbitraire, il faut l'avoir étudié beaucoup, et voilà. Enfin, je veux dire, c'est presque plus élitiste de vouloir lui donner du sens que juste de faire apprendre des règles. Donc voilà, l'orthographe, je pense que c'est vraiment une question complexe, et c'est une question sur laquelle j'arrive pas à avoir un avis, parce que on m'a tellement dit que c'était important à moi, et mon métier c'est de faire croire aux gens que c'est important, et en même temps foncièrement je suis pas sûre d'y croire. Je suis pas sûre de croire que c'est important. Enfin, voilà. Je partage ta perplexité. Voilà. Donc, je sais pas quoi en penser. Ça m'intéresse de savoir ton avis. J'avoue que là, s'il y a des gens qui nous écoutent, enfin, les gens qui nous écoutent, je sais que tu vas râler de dire s'il y a des gens qui nous écoutent. Mais en tout cas, je savais pas que je suis absolument friande d'avoir l'avis des gens sur cette question, parce que, a fortiori avec mon métier, ça me passionne de savoir ce que les gens en pensent, vraiment, parce que j'ai l'impression que ça crispe tellement les gens, l'orthographe. Enfin, moi je peux faire lire des trucs, des fois il y a des choses qui me font rire, que je partage, et moi je me rends compte à quel point ça fait réagir les gens. Enfin, vraiment, l'orthographe, des fois, je publie des bouts de copies d'élèves parce que c'est drôle. Enfin, vraiment, les enfants sont merveilleux. Et puis, des fois, les réactions des gens, c'est vraiment, oh là là, l'orthographe. Je suis là, mais c'est pas ça qui me fait rire dans la copie. Moi, ça, j'en vois tous les jours. L'orthographe, tu penses bien que c'est pas mon cheval de bataille sur cette copie-là. Moi, ça me fait plus rire que 5 élèves, je sais pas, parlent de sandwich au pâté de manière random. Enfin, voilà. Enfin bref, donc je pense que c'était une longue introduction qui voulait juste dire que je ne sais pas. Voilà. Non mais franchement t'as un peu fait le point sur plein de choses du rapport des gens à l'orthographe, et de cette espèce de sac de nœuds que c'est devenu, parce que c'est devenu une valeur en fait. Voilà. Et tu parlais de crispation, et moi c'est un des trucs par lesquels j'avais envie de commencer, c'est-à-dire que l'orthographe c'est extrêmement étrange, parce que et particulièrement chez les Français, pour l'orthographe, c'est lié avec le culte de la langue française en fait. Il y a un truc qu'on a culturellement depuis Louis XIV, et depuis, pas Louis XIV, mais depuis le XVIIe siècle, il y a quelque chose du rapport politique, politico-linguistique en fait des Français, qui se cristallise aujourd'hui, moins sur la grammaire, mais plus vraiment c'est un reste
sur l'orthographe. Pendant longtemps, c'était l'ordre des mots, la grammaire, le français c'est la langue universelle parce que c'est la langue de la raison, tout un tas de clichés qui maintenant prennent plus trop. Mais par contre, l'orthographe, cet amour slash haine, il reste quoi. Oui. Enfin, moi, je trouve ça fou, l'importance qu'on lui donne de manière générale. Et d'autant plus, par rapport à ce que je t'ai dit, l'importance que moi, je peux paradoxer. Enfin, quand je te dis je sais pas ce que j'en pense, c'est que j'ai beau trouver terrible qu'on juge les gens là-dessus, de manière très pratique. Je vends un accordéon, si ça intéresse quelqu'un. Et j'ai mis une annonce sur Le Bon Coin. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour acheter mon accordéon, mais à la limite de l'incompréhensible, en fait. Et j'ai vraiment eu ce moment, en fait, on s'en fiche, il veut m'acheter un accordéon, j'ai pas besoin de lui demander de me faire une tirade. Mais il y avait 3 mots par mot, 3 fautes par mot, et j'étais là, mais je sais pas, tu vois, alors que ça n'a aucune importance, je me suis vraiment dit, j'ai eu une impression négative sur cette personne, alors que ça se trouve, c'est quelqu'un d'absolument charmant, qui veut juste Et oui. Et moi j'ai un petit peu honte d'avoir cette réaction de rejet spontané face à un langage qui est mal écrit. Voilà. Et je me demande ce qu'on nous a fait pour qu'on en vienne à une réaction aussi épidermique, en fait. Ouais. On est très programmé. Moi, je pense que c'est parce que c'est à la conflagration de plusieurs déterminismes, en fait. Il y a le côté culturel, historique, etc. Il y a le côté scolaire qui est à la croisée, et il y a un côté de classe aussi. Il y a un côté bourgeois. Oui. Qui s'est petit à petit rapproché et entremêlé avec ce culte de la langue française qui était à la base pas spécialement bourgeois. Et puis, je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que si ça nous touche autant, c'est pas simplement parce qu'on est déterminé par, on va dire, des structures, et donc ça serait que du négatif. Et la raison pour laquelle on est déchiré entre le fait que ça soit, comme tu disais, une technique, que ça soit... Moi après, j'ai d'autres termes pour qualifier l'orthographe, mais qui vont un peu dans ton sens, de dire finalement, c'est pas si grave. Et en même temps, quand ça devient pour toi une seconde nature, tu l'associes avec tout ce qui t'a enrichi, tout ce qui t'a ouvert, etc. La lecture, nommément, puisqu'on est quand même un podcast littéraire. Et je sais pas à quel point c'est dissociable quand même, le fait de... Tu vois, c'est cette histoire que quand tu lis des mots qui sont pas écrits comme tu as l'habitude de les voir écrits, c'est plus facile, disons, je pense, d'instiller à des gens qui ont cet amour de la lecture, le mépris de l'orthographe qui va avec, en leur disant « Oui, regardez, ils écrivent pas comme les gens que vous aimez, regardez, ils font pas l'effort, regardez, ils font pas ceci, ils font pas cela. » Il y a un gros travail, je pense, de changement de notre attitude par rapport à ça, mais... jusqu'à quel point est-ce que l'orthographe est inimportante ? Il faut quand même aussi se poser cette question-là. Mais c'est drôle. Parce que c'est pas parce... Ouais. Non, pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Mais moi, justement, j'ai l'impression, à l'inverse de toi, que Bon, évidemment, il y a un rejet de base de l'orthographe, voilà, mais quatrième, ça sert à rien, on s'en fout, voilà. Bon, fort bien, hein, c'est pas... Ça se comprend, hein, à l'adolescence, tout est nul, on s'en fout, enfin, on est passé par là. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que justement, les gens qui vont avoir ce discours comment dire, de rappeler que l'orthographe, c'est pas si important, j'ai l'impression que c'est justement les gens qui le maîtrisent très bien par ailleurs. Et moi, c'est un discours que je n'entends quasiment que chez des gens
qui ont fait des études, qui maîtrisent très bien l'orthographe et qui, du haut de cette bonne maîtrise des codes, quand on en a besoin, disent bah au fond c'est pas si grave. Enfin c'est quelque chose qu'on a élevé au rang de, bah comme tu disais, de valeur et peut-être de vertu. Enfin voilà, quelqu'un qui écrit un petit peu comme le truc du 19e, tu sais, tout ce qui est beau est bon, enfin un truc comme ça. Ouais. Victor Cousin, ouais. Ouais, moi j'ai un peu ce côté qu'on a un peu une hauteur de oh bah finalement l'orthographe c'est pas si important, alors que bah par exemple la génération au-dessus de moi, ma mère, ma tante, qui sont pas des grandes littéraires, je pense qu'elles lisent pas beaucoup, mais par contre ça va les effrayer. Quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe, vraiment ça va les mettre hors d'elle, parce que il y a peut-être eu un changement aussi dans l'enseignement qui est moi je sais, enfin voilà, quand je discute avec des gens plus âgés, ils me disent toujours ah là là c'est intéressant ce que tu fais au collège, nous on faisait pas ça, on faisait du Becherel toute la journée, enfin du Becherel ou le bled. Enfin, il y a eu d'un côté un traumatisme, ils ont conscience que leur école était pénible, voilà, c'était des exercices, mais du coup, à la fin, ils en sont sortis avec une maîtrise technique de l'orthographe qui distinguait, qui était une distinction sociale, comme tu disais, et aujourd'hui, que quelqu'un qui par ailleurs a fait des études et tout, continue d'avoir une orthographe balbutiante, voire lacunaire, voire catastrophique, et ben ça leur semble vraiment une faille gravissime, mais de l'ordre... Là on se dirige vers plus un domaine d'enseignement que une question littéraire, mais moi je sais que je suis désarmée. Vraiment, l'orthographe, je suis complètement désarmée face à ça. Là, avant les vacances, je me suis penchée sur la conjugaison. Et non seulement je vois, par exemple, je prends mes quatrièmes parce que ça me semble... Enfin voilà, il leur reste qu'un an de collège d'orthographe. Et bah voilà, enfin vraiment un exemple sur... j'ai 2 classes de quatrième, donc j'ai 50 élèves. J'en ai 5 qui ont su me conjuguer le verbe dire au présent de l'indicatif. Et non seulement j'ai eu des vous disiez auxquels je m'attendais, mais j'ai eu des vous dités, j'ai eu tout et n'importe quoi. Et là, je me dis... Enfin, vraiment, je suis venue les voir, j'ai dit, les gars, là, je ne sais pas quoi faire, donc je vais vous faire copier, ce qui est pas du tout mon réflexe habituel, mais je leur ai dit, là, il va falloir faire quelque chose. Il y a des verbes de base, et je leur ai dit, je ne sais pas comment vous l'enseigner autrement. Il y a tellement de choses à savoir, et vous êtes tellement loin, les gars, quoi, que... et voilà. Après, vous dites, c'est pas qu'un problème d'orthographe. Ouais, mais bon, tu vois ce que je... Parce que sinon, tu vois ce que je veux dire, c'est carrément un problème de langue, là. En fait, on peut pas distinguer, justement, cette maîtrise de l'orthographe de cette maîtrise plus générale de la langue. C'est ça qui bloque chez moi. C'est de quoi parle-t-on quand on parle de problème d'orthographe? Bah oui, parce que complètement, je suis d'accord. Parce que sinon, est-ce qu'on reproche à la personne de ne pas comprendre sa langue? Est-ce qu'on lui reproche de ne pas connaître des règles? Est-ce qu'on lui reproche de ne pas faire attention? Parce que je pense que quand on parlait de moralisation, enfin de valeur, moi j'ai l'impression que des fois on dit oui c'est du respect pour l'interlocuteur, tu vois, de bien écrire. Ouais. Mais je sais pas, voilà, encore une valeur bourgeoise. Non mais a priori on s'est pas donné pour objectif de parler de choses psychologiques, et j'ai l'impression que là la question se pose sur le rapport à l'orthographe, c'est pourquoi on y accorde tant d'importance. Mais il me semble que il y a une nuance qui est ne pas maîtriser les règles. En fait, c'est quelque chose où, à l'échelle de ta vie, on va t'accorder, allez, je mets 10 ans à peu près pour maîtriser les règles. Je vais dire au départ, enfin du CP à la 3e, t'as une fenêtre dans ta vie de 10 ans où on dit bon bah voilà, allez, mets le paquet. Et si tes parents, ton milieu familial, ton appétence, toi, tu vas faire attention à ce que te dit le prof, et tu vas finir par mettre tes S et par savoir tes conjugaisons. Enfin, voilà. Donc, et t'as cette parenthèse de 10 ans. Et j'ai l'impression que c'est justement une parenthèse où, à cette époque-là, clairement, tu préfères manger ta colle Cléopâtre et taper ton voisin avec ta règle, activité légitime peut-être. Et une fois que t'as passé cette parenthèse de 10 ans, quel temps tu as à consacrer à faire des exercices de bled? C'est ça.
Oui. Enfin voilà, j'ai l'impression que c'est un piège. C'est un piège. Oui. À l'époque où tu as le temps d'apprendre l'orthographe, tu n'arrives pas à percevoir que c'est important, et au moment où tu te rends compte que c'est important, tu n'auras plus le temps de le faire. C'est vrai que là, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de l'orthographe, des fautes d'orthographe, du fait de ne pas savoir l'écrire, etc. C'est-à-dire des enjeux de son apprentissage et de sa valeur sociale. Voilà. L'orthographe, ça me fait penser à d'autres choses Ok. au pluriel, avec des S donc. La première, mais pour faire le pont, c'est que en fait, tu as raison de dire que c'est une technique, mais c'est aussi c'est une catégorie d'existence de la langue, c'est de l'écrit. Oui. L'orthographe, ça fait partie de l'écrit, et l'écrit, pour moi, il faut voir que dans le fonctionnement de la langue, c'est second, c'est un code, c'est plutôt c'est un stade second par rapport au parler. D'accord. On est d'accord? Jusque-là, c'est bon. Pas pour la simple et bonne raison que l'humanité parlait bien avant d'écrire. Donc ça, c'est la phylogénèse, je crois. Mais ça, à la limite, c'est accessoire. Il est second, étape intermédiaire, dans l'ontogénèse, parce que chaque personne, alors peut-être qu'il y aura quelques exceptions, mais chaque personne parle avant d'écrire, ou, quand je dis parle, je veux dire met en activité le langage. Donc la langue des signes, c'est parler pour moi. Et avant de maîtriser un code écrit. Donc il y a toujours, d'abord, on est dans la langue, on entre dans la langue, et ensuite on apprend à écrire. Voilà. Et ensuite, fonctionnellement, et c'est là que c'est débattu par certains linguistes, notamment un qui s'appelle Luis Prieto, qui moi comme j'ai pas eu le temps d'aller voir sur pièce exactement ses bouquins, je sais par contre par sa page Wikipédia que dans son bagage théorique, il y a des gens avec qui je suis pas d'accord dans leur théorie du langage, du signe, de ce que c'est que parler, etc. Du coup, je me méfie aussi de lui et de ce qu'il va dire sur le langage, et pourquoi il dit que l'écrit, c'est au même stade que le parler dans le rapport au sens, en fait, à la signification. Je suis partagé parce qu'en même temps, ça me semble extrêmement intéressant, parce que j'ai beau avoir tous les arguments pour me dire que oui, l'écrit, c'est un code second, en même temps, moi, je passe mon temps à parler par écrit avec des gens. Et parfois, l'écrit, et ça va me permettre de faire le pont avec ce que j'avais envie de dire par la suite, l'écrit devient une source pas forcément de création, mais c'est une façon pour moi de m'investir dans ma phrase et de la personnaliser. Et du coup, cette idée que l'écrit ne soit pas forcément second, mais qu'il soit simultané dans le fonctionnement même de la langue et du langage, ça m'intéresse. D'accord. Et du coup, je disais que c'est une source de personnalisation, et je pensais que tu allais tout de suite me faire « Ah bah oui », parce que j'ai plein de manières d'orthographier « oui », entre UI, UHI. Oui, toi, pour moi, c'est vrai que toi, typiquement, le UI, c'est vraiment quelque chose qui est associé à toi. Et pourtant, je ne le dis jamais comme ça au parler. Je suis pas alsacien, tu vois. Mais pour moi, c'est plus quand j'écris UI, c'est pas forcément que je dis UI, même si en fait, je me rends compte maintenant qu'il y a quand même un élément phonologique dans mon choix. C'est plus une marque il y a une forme d'affichage de simplicité, ou de modestie, ou d'humilité, ou de calme. Alors que si je mets oui au UI, et évidemment je dis ça dans les conversations informelles, parce que quand c'est le code, c'est le code. Mais quand je lâche un oui, il y a vraiment le côté affirmatif, le côté on est en train de parler vraiment où il faut que je signifie mon accord, ou enfin tu vois. Mais dans ce cas-là, c'est marrant parce que si on parle de la langue comme une personnalisation, moi je vais associer le oui, UI que tu peux utiliser toi dans ton langage écrit à toi, et par contre quand tu mets oui au UI, en général tu dis mais oui. Mais là tu dirais pas. Ouais, enfin Non mais oui, mais là tu es en train de c'est merveilleux. Mais parce que là tu fais ce qu'on devrait tous savoir et apprendre et pouvoir avoir l'occasion de faire, c'est-à-dire que tu fais une poétique d'Éric dans le sens où donc vous devriez tous faire une poétique de moi, c'est ça que je veux dire. Non, tout le monde devrait faire ça pour les autres, mais c'est un peu ce qu'on fait implicitement. Tu vois, je disais tout à l'heure par rapport à l'orthographe, je peux le redire maintenant, c'est pas parce que tu sais pas que tu le fais pas. Oui, comme non mais ça c'est comme le rapport à la langue. C'est ça. De manière générale, a priori, dès que tu sais parler, tu as des traits de langage, tu as des règles de grammaire, d'orthographe.
Oui, mais le fait de le reconnaître chez les autres, je pense que c'est quelque chose que tout le monde ne fait pas, pas facilement. Pour tout un tas de raisons, c'est pas par mauvaise volonté, hein, mais c'est pour ça que j'insiste et que j'essaie d'en parler, pour dire il faut penser la poétique des gens avec qui on parle. En fait, ce que tu me disais, quand il y a oui, je pense ça, quand tu dis oui, c'est mais oui, donc c'est que l'usage de oui, il est réservé. Ça me fait penser à la façon dont Méchonique ou Desson, qui sont des gens que j'ai suivis à l'université, étudient des textes. Et qui est pas du tout une façon, c'est pas de l'analyse dans le sens il a dit ça donc ça veut dire ça, mais par contre c'est la reconnaissance par la personne qui lit qu'il y a quelque chose qui se dit et qui ne peut se dire que comme ça, et c'est pour ça qu'on la lui dit. D'accord, et là je reconnais ce que tu essayes de dire déjà depuis plusieurs podcasts, vraiment sur cette nécessité de la manière de dire pour elle-même en fait. C'est ça, voilà. Bah, c'est très bien. On passe aux devinettes ? Ouais. Eh ben écoute, je sais pas, tu veux me faire deviner des trucs ? Allez, c'est parti. C'est parti, fais-moi deviner des trucs. Alors, on va commencer, comme on quitte une discussion sérieuse, on va commencer par quelque chose d'assez sérieux. Comme Eric. Sérieux comme Eric. Non, mais dis pas ça, après les gens vont te croire et tout. Donc, je commence. Cycle, écrit C-I-C-L-E. Substantif masculin. L'Académie écrit cycle, C-Y-C-L-E. Entendons-nous. L'orthographe naturelle est cycle, S-I-C-L-E. S'il s'agit de peindre la prononciation. L'orthographe étymologique serait cucle, K-U-C-L-E, qui n'aurait point de rapport avec la prononciation actuelle. Entre deux orthographes barbares, la plus fidèle est celle de l'Académie, qui reproduit au moins l'un des éléments de la première syllabe du mot. Et élément est écrit santé. Je suis fort éloigné de désirer qu'on rapporte absolument notre orthographe à l'étymologie. Mais l'étymologie sera notre seul guide dans les questions douteuses, tant que nous n'aurons pas d'orthographe raisonnable. Si l'on répond à cela que nous n'aurons jamais d'orthographe raisonnable, j'en conviendrai volontiers. Mais notre langue aura une héritière, et il est juste de penser à ses oirs. H-O-I-R-S. H-O-U H-O-I-R-S. Et je pense que c'est un mot ancien. Ok, bah, que je ne connais pas. Je pense que ça veut dire héritier. D'accord. Alors, spontanément, j'aurais eu envie d'aller sur un texte très ancien. J'aurais eu envie d'aller vraiment presque, tu vois, du côté de Montaigne, tout ça. Mm-hmm. Mais deux choses. Bah, déjà, le problème de l'orthographe, à mon avis, se posait pas. Ou en tout cas pas en ces termes. En tout cas, ne se posait pas en ces termes. Donc, je vais éliminer ça et je vais aussi sauter le XVIIe siècle parce que l'utilisation de raisonnable, voilà, une langue raisonnable, il me semble que c'est un terme 19e. Mm-hmm. Il me semble. Hein. Mm-hmm. Je dis peut-être des bêtises. Hein, non, c'est bien. Mais alors là se pose la question, est-ce que c'est un extrait d'un roman ou d'un ouvrage théorique ? C'est un ouvrage théorique. C'est un ouvrage théorique. Est-ce que je suis bien au 19e siècle ? Tu es bien au 19e siècle, c'est très bien. Ok. Mais par contre, des ouvrages théoriques du 19e siècle qui parleraient de la langue, là, je pense qu'on arrive à mes propres limites, que je ne suis pas capable d'aller... Enfin, est-ce que c'est un poète ? Oui, mais ça t'aidera pas. Oui et non, c'est pas vraiment. Il est pas connu comme poète. Il est pas connu comme poète. Je pense que là, je vais m'arrêter sur mes déductions, parce que je vais dire des bêtises. C'est bien déjà. Je dirais quand même enfin vraiment le côté, moi c'est le raisonnable. Tu vois, moi j'ai vraiment un côté Madame de Staël. Enfin, j'ai en tête vraiment le début. C'est très très bien. Écoute, c'est magnifique ce que tu me fais comme analyse parce que tu tombes très juste. Ok, alors vas-y. Effectivement, c'est pas Madame de Staël, mais c'est Charles Nodier. Ok, bon, je l'aurais pas sorti. Hein. Et Charles Nodier, donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est effectivement le premier quart du 19e siècle. Même si, enfin, tu vois, après, bon, c'est avant Hugo, on va dire. Voilà.
Il a écrit des contes, il a été linguiste un petit peu à son époque. Moins 5 avant Victor Hugo. Moins 5 avant Victor Hugo. Tu sais que Charles Péguy écrivait que Victor Hugo c'était l'homme d'un siècle parce qu'il avait eu l'intelligence de naître en 1802 et, de mourir. Et de mourir en 88 ou par là. Et et donc ouais, en moins 5 avant Victor Hugo, ouais. Non mais Victor Hugo aimait beaucoup Charles Nodier, je crois. En tout cas, il y a eu moi c'est comme ça que j'ai appris l'existence de Charles Nodier, c'était en m'intéressant à Victor Hugo. Et du coup, j'ai perdu voilà, c'est dans un livre qui s'appelle Examen critique des dictionnaires de la langue française. Ah bah je le connais par cœur. et donc je l'ai trouvé, je le connaissais pas avant d'avoir fait des recherches sur l'orthographe en littérature. Okay. Par contre, oui, ça m'intéressait vachement de voir comment il parlait de l'orthographe et de voir que déjà à l'époque, tu sais, sur la fin, en fait, je trouve ça chouette ce qu'il dit. Bah bon, après moi j'étais vraiment dans la perspective de trouver qui c'était. Donc oui. J'avoue que je l'ai pas saisi comme si je l'avais lu parce que me suis moins intéressée au sens qu'au... Bah voilà, on y est. Moi, il me manquait l'écrit pour percer entièrement ce qu'il dit. Non, mais en gros, il dit entre deux orthographes barbares, la plus fidèle est celle qui reproduit au moins l'un des éléments de la première syllabe du mot, c'est-à-dire ce qui reproduit la prononciation. Parce qu'il dit, voilà, si tu veux, mais c'est marrant qu'ils disent cucle, c'est un peu du troll parce que effectivement, en grec, le y en fait, il se prononce u, et du coup, si tu veux vraiment faire une orthographe étymologique, faut changer le mot, quoi. C'est ça. Oui. En même temps, c'est un peu du troll. Et ce que je trouve intéressant, pardon, c'est juste que on est dans un podcast et donc tu as dû me lire cet extrait oui. qui n'est pas fait pour être lu à mon avis, qui est spécifiquement écrit. Grave. Voilà, parce que du coup, ta lecture oriente aussi parce que tu as fait les prononciations, t'as été obligé d'épeler. Bien sûr. Et donc, t'as été obligé de faire passer l'écrit à l'oral. Ce qui inverse complètement le rôle qu'on avait défini dans la partie de discussion. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, donc c'est 1820, et donc il parle de l'étymologie et de l'écriture de ce mot-là, et c'est un dictionnaire, hein, son truc, c'est un truc où, enfin c'est pas un dictionnaire, comme il dit, c'est un examen critique où il y a certains mots sur lesquels il se penche, et c'est vraiment, dans sa préface, il dit... j'avais prévu dans ma jeunesse, quand j'avais 18 ans, d'inventer une langue qui soit vraiment universelle et intemporelle, mais Napoléon m'a fait mettre en prison, du coup, j'ai pas pu... Enfin, je sais plus. J'ai évité. Non, ce qui est marrant, c'est que son texte est truffé d'orthographe un peu archaïque, genre les conditionnels, il y a écrit OIT, tu vois. Oui. Élément, il écrit ENS à la fin. Oui. Il n'y a pas de T, voilà, donc ça m'a fait marrer de voir ce truc qui parle d'orthographe et qui porte la marque de l'orthographe d'une certaine époque. Et c'est en partie pour ça que j'étais allée au début dans le 16e. Bien sûr. À toi. Alors, Pierre Artins, qui connaît son Proust, mais n'en a conçu à l'endroit des concierges aucune mensuétude spéciale, se racle la gorge avec impatience. Je rappelle sa question. Pourriez-vous me l'apporter immédiatement ? Oui, dis-je, en battant des records de concision, encouragé en cela par la sienne et par l'absence de s'il vous plaît que la forme interrogative et conditionnelle ne saurait, d'après moi, excuser totalement. C'est très fragile, ajoute-t-il. Faites attention, je vous prie. La conjugaison de l'impératif et du je vous prie n'a pas non plus l'heure de me plaire, d'autant qu'il me croit incapable de telles subtilités syntaxiques et ne les emploie que par goût, sans avoir la courtoisie de supposer que je pourrais m'en sentir insulté. C'est toucher le fond de la mare sociale que d'entendre dans la voix d'un riche qu'il ne s'adresse qu'à lui-même et que, bien que les mots qu'il prononce vous soient techniquement destinés, il n'imagine même pas que vous puissiez les comprendre. Voilà. Est-ce que c'est l'élégance du hérisson de Muriel Barbery ? Bien sûr. que je n'ai pas lu en entier. C'est vrai ? Ça m'avait gonflé. C'est vrai ? Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, ce livre. Je l'ai lu très jeune, hein, j'en ai un souvenir assez ancien, mais il me plaît. Et il me plaît d'autant plus que j'ai vu l'adaptation en film, que j'aime aussi beaucoup. D'accord. Et je commencerai peut-être par là. Et moi, justement, puisqu'on parle tu aimes parler de langage, et moi, ce que je trouve génial dans le livre, c'est justement, là, on en voit un extrait, c'est cette phrase, cette distinction de la phrase de la petite fille, Paloma, et de l'écriture de la concierge,
qui est une langue, avec des phrases longues, avec des mots compliqués. Enfin, et moi, je trouve que, par exemple, le film que je trouve très bon ne rend pas toute la finesse de la parole des personnages. Ouais. Et je trouve que là, en ça, le livre est, on le dit souvent, hein, mais là, c'est pas dans le nombre de détails, c'est vraiment dans l'importance que le langage a pour cette œuvre-là et pour cette histoire. Parce que je trouve que si tu filmes le truc, que tu enlèves le langage, et ben cette histoire, elle a moins d'intérêt. Ouais. Elle en a, mais beaucoup moins. Ouais. Voilà. Non, faudra que je m'y replonge, mais ça m'avait rebuté. Mais maintenant que j'ai fait l'expérience de Sarraute qui me rebutait et qui en fait est géniale. Est géniale parce qu'elle pense comme moi. Faudra que je redonne sa chance à l'élégance du hérisson. En 6 après, Eric. Alors, je t'écoute. Alors, ça va être un peu long si je le lis en entier, donc je vais faire une ellipse au milieu. Mais je vous avertirai. Fort bien. Maman me presse, me gronde doucement. Ne te fais pas prier comme ça, ce n'est pas gentil, ce n'est pas bien. Va le chercher, viens le montrer. Et aussi la présence du monsieur assis à contre-jour, le dos à la fenêtre, son silence attentif, son attente pèse sur moi, me pousse. Mais je sais que je ne dois pas le faire, il ne faut pas, je ne dois pas céder, je m'efforce comme je peux de résister. Mais ce n'est rien du tout, c'est juste pour m'amuser, ce n'est vraiment rien. Ne sois pas si timide. Vous savez que ce qu'elle écrit, c'est tout un long roman. Donc là, je fais une ellipse. Je tourne la page. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai sorti du tiroir de ma table un épais cahier recouvert d'une toile cirée noire, je l'ai rapporté et je l'ai tendu au monsieur. À l'oncle, devrais-tu dire, puisque c'est ainsi qu'en Russie les enfants appellent les hommes adultes. Bon, l'oncle ouvre le cahier à la première page, les lettres à l'encre rouge sont très gauchement tracées, les lignes montent et descendent. Il les parcourt rapidement, feuillette plus loin, s'arrête de temps en temps. Il a l'air étonné, il a l'air mécontent. Il referme le cahier, il me le rend et il dit « Avant de se mettre à écrire un roman, il faut apprendre l'orthographe. » J'ai remporté le cahier dans ma chambre. Je ne sais plus ce que j'en ai fait, en tout cas il a disparu et je n'ai plus écrit une ligne. Il me semble que c'est du 20e. Ouais. Toujours pareil. J'ai été très surprise. J'avais un petit garçon dans la tête et puis tout d'un coup tu as dit « elle ». Donc j'ai été surprise d'avoir une petite fille. Peut-être mon sexisme intériorisé, tu sais. Déjà que tout à l'heure tu disais les traducteurs. Oui, bah oui. Alors que veux-tu ma misogynie habituelle, sûrement. Alors vraiment, mais là c'est parce que je commence à te connaître. Mais je n'ai aucun indice, tu vois. Autant là pour Charles Nodier, j'étais partie de alors numéro 1, numéro 2. Là c'est juste que je vais faire une déduction un peu cavalière. Je me dis, on est au 20e. On est sur la description d'un enfant écrivain, visiblement. Oui. Donc, un enfant écrivain, j'ai presque envie de dire qu'on va être dans de l'autobiographie. C'est bon, jusque-là, je suis bien ? Oui. Et donc, une femme écrivain qui aurait écrit une autobiographie dans laquelle tu te serais plongé récemment, j'ai envie de dire Sarraute, mais oui. C'est ça ? Bah oui, c'est ça, mais c'est quoi de Sarraute ? Bah, c'est enfance. Bah, très bien. Non, mais il fallait quand même le mot, et puis... Voilà. C'est bien, je suis un peu fière de moi, mais en même temps, j'ai un peu triché parce que tu m'avais déjà fait le coup avec le parfum. Et bah bravo. J'espère que vous aussi, vous l'aurez trouvé à la maison. Ah, donc c'est à moi. Oui, voilà, à toi. J'avais oublié. Il avait l'intention de prendre un bain de langue. Il répétait une deuxième fois « Moatadzan » avec beaucoup d'applications. Je n'aimais pas tellement mon prénom. Je songeais que Moatadzan ferait tout aussi bien l'affaire que Jean-Charles pendant ce mois d'août. Nous nous assîmes dans l'herbe. L'idée me traversait alors qu'il est très difficile de devenir le copain de quelqu'un qui ne dit pas un seul mot de la même façon que vous. Mon ami Niklos cueillit une fleur et prononça un mot comme « flower » ou « flower » ou peut-être « flavor ». Par politesse, je répétais. Il éclata de rire, j'avais sans doute mal prononcé. Il me fit signe ensuite de donner son nom à la fleur dans ma langue. Que se passe-t-il dans ma tête à ce moment-là ? Je trouvais tout d'un coup stupide d'appeler fleur une fleur. Je savais bien que c'était son nom. Alors je dis « Sprout ». Niklos répéta « Sprout ».
C'était sûrement un bon élève à l'école, je secouai la tête pour lui indiquer qu'il prononçait mal, je rectifiai « Sprout !» Et Niklos répéta. Pris, soudain d'une véritable folie, je lui montrai un arbre. « Traben !» « Traben !» dit Niklos. Puis, pour ne pas perdre le vocabulaire fraîchement acquis, il récapitula « Spraut !»« Traben !» Je fis bravo en tapant dans mes mains, puis je lui désignai la toile de notre tente « Shrapati !»« Shrapati !» fit Niklos, élève docile. Au bout du 6e mot, je pris peur de tout mélanger, d'autant que Niklos était doué d'une mémoire redoutable. Voilà. C'est très drôle. C'est très drôle. Par contre, je suis incapable de te dire ce que ça pourrait être. 20e, peut-être même 21e. Oui, je saurais pas te dire si c'est 21e ou 20e, je pense que c'est toute fin 20e. Mais ça pourrait être aussi tout début 21e. C'est pas Houellebecq, c'est pas Bec BD. C'est pas Montaigne. C'est pas Montaigne. Non, je ne sais pas. Alors, c'est du Mario de Muraille, Okay. et c'est le Hollandais sans peine. D'accord. Et voilà, j'avoue que je pensais que potentiellement tu ne saurais pas. Je sais pas si t'es un grand lecteur de Mario de Muraille, mais non, je la découvre. Vraiment, il faut lire Mario de Muraille. Moi, c'est ce que je vais faire. Si je veux faire lire des ados, je leur mets ça dans les mains et je pense que c'est un peu le piège que tentent beaucoup de professeurs de français. En l'occurrence, là, le Hollandais sans peine, c'est un tout petit livre, hein, ça se lit très très vite. Et voilà, on s'éloignait un peu de l'orthographe, mais j'aimais bien le rapport à la langue et voilà, j'aime bien les commentaires de je trouvais tout d'un coup stupide d'appeler fleur une fleur, ou pris soudain d'une véritable folie, je lui montrais un arbre, Traben. Et vraiment ce rapport à la langue qui est vraiment montré comme un délire. Voilà, moi ça me plaisait. C'est très drôle, il y a un sens du comique voilà. Dans la façon dont c'est dit. Alors, puisqu'on a bien rigolé, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Tu m'écoutes ? Je t'écoute, toujours. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. C'est le 49.3 ? Non, ce n'est pas le 49.3. C'est l'autre. C'est un espèce de BO, je sais pas. Non, mais t'es pas loin. C'est une loi. C'est un article. Alors, si c'est pas le 49.3, c'est l'état d'urgence ? Non, c'est l'article 16 de la Constitution, qui n'a été utilisé que en 61 lors du putsch des généraux. Ok. Par le général. Et qui prévoit les pouvoirs exceptionnels, enfin je sais plus comment on dit. Les pleins pouvoirs ? Les pleins pouvoirs pour le président. D'accord. Oui, et moi là ce qui m'intéresse c'est ton choix. Alors comment suis-je tombé sur cet article ? Eh bien parce qu'en fait cet article de notre Constitution nationale à tous, il y a une faute d'orthographe quelque part. Une faute d'orthographe qui ne s'entend pas, qui est une faute d'accord. J'essaye de faire parler mon... Ah bah du coup, mais comme je ne cherchais pas de faute... Ben non, bien sûr. Non, mais je vais pas te demander, puis on va pas passer 3 à 4 relectures. Mais en fait, il faut savoir, cher auditoire, qu'il y a une faute d'orthographe dans notre Constitution. Et c'est une faute d'accord. C'est le fameux masculin qui l'emporte, mais qui l'emporte même quand il n'est pas là. Parce que nous avons une énumération des institutions, féminin pluriel, indépendance, féminin singulier, intégrité, exécution, et ces 4 notions sont menacées et S. Ah, mais ça, je pouvais pas l'entendre. Mais ça, tu ne pouvais pas l'entendre. Mais c'est pour ça que je te reproche pas de pas l'avoir trouvé, mais je l'ai choisi pour pouvoir mentionner ce fait-là. D'accord. C'est drôle. Voilà. C'est drôle. Et je pense que ça devrait encourager tout le monde à relire la Constitution. J'allais dire à voter pour une 6ème République à la prochaine élection présidentielle. Sponsorisez-nous. Voilà.
D'accord, bah, je trouve ça super intéressant qu'il y ait une faute dans un texte pareil. Ouais. Voilà, la prochaine fois qu'un élève, je pourrais lui dire, bah, tu fais comme, comme ceux qui ont rédigé la Tu Constitution. fais comme De Gaulle. Non, c'était qui l'avait... C'était Malraux, non? Je joue là comme Malraux. Donc c'est à moi. Alors moi, a priori, on va voir, je sais pas. Je suis peut-être allée un petit peu loin par rapport à la notion d'orthographe. Vas-y. Mais je peux expliquer aussi mon choix. Il était reparant et les vliqueux tarant, allés en gibroyant et en brimbuldriquant. Jusque là où la rourgue est à rouargue et à rangmeux, et rangmeux à rouangment. Tous les phalomitards étaient les chahuants et les gorées ucatis dans le grabulgement. Voilà. Sur la fin, ça se mettait... Si t'avais continué encore 1 ou 2 minutes, j'aurais fini par comprendre. C'est vrai qu'au début, j'avais du mal. Ah bon? Non, j'y arriverai pas là. Bah, c'est drôle parce que c'est quand même quelqu'un que tu connais. Ah, attends, si c'est quelqu'un que je connais, c'est Kundera. Non, c'est quelqu'un que tu connais mais qui fait du troll. C'est une traduction du Jabberwocky de Lewis Carroll, Ouais. qui d'habitude est assez souvent traduite. La traduction. Comment? Antonin Oui. Artaud. Bravo. Parce que souvent c'est traduit par il faisait grillant et les actes tov, girer et vriller dans la Loire, tous les gueux étaient les pique-porcs. Enfin, en général, on a des traductions de ce Jabberwocky et bon, elles se ressemblent quand même. Enfin, il y a des comme c'est des mots qui n'existent pas en anglais. J'imagine moi c'est ça qui m'intéressait. C'est comment tu traduis. Enfin, pourquoi on traduit un truc qui n'existe pas, en gros. Ouais, c'est comment on en vient à traduire des mots qui n'existent pas en anglais en français. Donc il faut aussi des mots français qui n'existent pas. Donc je trouvais que c'était un exercice de traduction fifole. Et je suis tombée sur cette traduction d'Artaud qui l'explique. Alors clairement, le titre de la traduction c'est Tentative antigrammaticale contre Lewis Carroll. C'est très bien ça. Et donc il explique, après cette première strophe, enfin l'édition explique, après cette première strophe, le poète passait à sa manière à l'interprétation, il devait plus tard ainsi commenter son propre texte, car Jabberwocky n'est qu'un plagiat édulcoré et sans accent d'une œuvre par moi écrite et qu'on a fait disparaître, de telle sorte que moi-même je sais à peine ce qu'il y a dedans. Exemple rare, voire unique, du plagiat par anticipation, tel que devaient le définir les Oulipiens. Et voilà, ça me faisait rire de te proposer ça, parce que tu es la première personne à parler de plagiat par anticipation, et tu es la personne que je connais qui connaît le mieux Antonin Artaud. Voilà, ça me faisait rire de te faire deviner ça spécifiquement à toi. Mais les autres aussi. Voilà, mais par contre, je l'avais choisi parce que puisqu'on parle d'orthographe, il y a le rapport aux mots, et effectivement, le texte de Lewis Carroll invente des mots. Ouais. Et vraiment, moi, ce qui me posait la question, c'est comment tu traduis une langue qui n'existe pas. C'est une question pour un autre épisode. D'accord. Je pense que ça sera très intéressant d'y revenir. Voilà, bon, bah, c'était instructif comme épisode. Et je pense qu'on reviendra aux questions de l'écriture, peut-être pas juste là, globalement sur l'orthographe. C'est un peu ce qu'on fait, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais pour l'instant, on lance des pistes, et ensuite, on y reviendra, évidemment, quand c'est des choses où on a rarement le temps de tout dire. Et alors, parmi les pistes qu'on a lancées, il y avait une piste quand on se choisissait un thème, qui était notre épisode 3. Et je pense qu'on a envie d'y revenir, Isabelle ? Oui, moi j'ai un petit plaisir en littérature, c'est d'interroger le rapport au sens. Et donc on a déjà parlé du goût et de l'odeur. Et toi qui en plus aimes bien la musique, il me semblait qu'on pouvait réexplorer également l'ouïe. Oui. Oui. La musique et les bruits. Oui, bah l'ouïe. Voilà. dans tout ce que ça peut avoir. Et puis comme on parle de langue dans vos oreilles, autant aller jusqu'au bout. Très bien. Voilà. Eh ben, je pense que il nous reste à vous encourager, à continuer de nous écouter. Avec vos oreilles.
À nous suivre sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook, on a un compte Twitter, on aura bientôt un compte Instagram, pour ceux qui préfèrent être sur Instagram. Voilà, si je bouge mes fesses, mais oui. Vous pouvez nous écouter sur Ocha, sur Apple Music, Apple Podcast plutôt. D'ailleurs, j'ai vu récemment, pour ceux qui hésiteraient à faire le pas, moi j'ai écouté un podcast qui s'appelle Né. C'est sur des qu'est-ce que c'est être arabe en France par 3 nanas qui sont assez cool. Et en fait, je suis allé l'écouter sur Apple Podcast simplement dans mon navigateur internet sur mon Chrome en fait de mon téléphone. Ok. Ah bah c'est donc, bon, ça va. donc voilà, faites-le comme ça si vous voulez. Parce qu'au bout d'un moment, après Apple Podcast, si beaucoup de monde nous écoute, ça va nous montrer à d'autres gens et tout, ça va être trop bien. Vous pouvez, d'ailleurs, on a plus, ça fait un certain temps qu'on n'a plus eu de mail, mais allez-y, n'hésitez pas à nous envoyer des trucs par mail ou à nous parler sur la page Facebook en privé ou en public, d'ailleurs, si vous avez envie de dire des choses en public. Partagez, parlez-en à votre grand-mère, parlez-en aux gens dans la rue que vous croisez par hasard, dans le bus. Nos langues dans ton oreille sur toutes les plateformes de podcast, quoi. Voilà, au boulot. J'ai Des beaucoup bisous. parlé. Mais c'est pas grave, fais des bisous quand même. Voilà, on fait quand même des bisous et puis des léchouilles dans les oreilles.